Garde à vue, garde à toi, c'est une sorte, c'est un film, c'est un jeune qui a été victime d'une, on va dire entre guillemets, d'une bavure. C'est un outil pour un débat. C'est un outil de débat, c'est échanger, c'est partager des opinions, essayer de trouver des solutions tous ensemble, pas seulement entre jeunes, mais les jeunes et les institutions. On a essayé de tirer le juste milieu, c'est-à-dire à la fois faire la rencontre avec les jeunes et à la fois travailler avec la police. Faut dire les policiers, il faut dire ils ont pas tout à fait tort, parce qu'il y a des jeunes ils foutent la merde, il faut dire la vérité, il faut pas se voiler la face. Il y en a des jeunes ils foutent la merde, il y a des policiers qui foutent la merde, mais ça date pas que d'aujourd'hui, hein. Ça date des années, des siècles en arrière. Hein. On a rencontré le commissaire de Blanc-Minil, mais on n'a pas pu les interviewer. C'est au niveau de la hiérarchie, ça se fait pas trop. Donc le seul moyen qu'on ait eu, c'est le syndicat. C'est pas un travail de représentant non plus policier sur les enquêtes. Donc le fait que le ton qui hausse, etc., sur des questions-réponses, c'est un duel entre deux personnes quelquefois à la garde à vue, hein, entre quelqu'un qui veut pas dire ce qui s'est passé et entre le policier qui veut savoir. Alors bon, ça n'a pas à aller plus loin que des mots, ça on est entièrement d'accord. Je dirais que l'interpellation est un moment en lui-même qui est porteur de violence. Hein, on peut arriver à le comprendre facilement. Par contre, en période de garde à vue, la personne, elle est placée, je dirais, sous le contrôle de la police. Elle n'a pas véritablement les moyens d'opposer une véritable résistance. Hein. Donc, une violence émanant du milieu policier en garde à vue est a priori difficilement plus compréhensible qu'une violence subie pendant l'interpellation. Je travaillais avec un journal. Et puis bon, dans ce journal, il y avait un article sur un jeune médiateur sportif de la Courneuve qui a été victime d'une bavure policière et qui avait une démarche administrative. Il avait porté plainte. Il a été soutenu par sa mairie, la Courneuve. Quand on l'a proposé à la commission, au début, ils étaient réticents parce que c'était un jeune de la Courneuve. Et puis finalement, quand il leur a raconté son histoire, il le voulait dans le film, quoi. Ça illustre bien les problèmes qu'il y a un petit peu dans la garde à vue. Alors, le jour où il est venu nous voir, ça a marqué, ça a touché tout le monde. Il nous a raconté son histoire qui était vachement forte. Et c'est quelqu'un qui a été jusqu'au bout de sa démarche. En fait, il a subi une bavure et il a porté plainte. On est rentré dans le tramway, donc on s'est arrêté. Le tramway, j'ai vu qu'il n'a pas percuté, il s'est même pas arrêté, donc il a continué son chemin. Moi, je dis à mon ami, garde-toi plus loin, on va constater les dégâts de la voiture. On n'a même pas fait 100 mètres qu'une voiture, elle arrivait à fond derrière nous. Bon, on a reconnu que c'était les forces de l'ordre. Au moment de l'arrestation, ils nous ont sortis du véhicule, ils nous ont brusqués, ils nous ont en aucun cas, ils ont fait comme le dit la loi, oui, bonjour, papier du véhicule, vous arrivez quelque chose? Non, rien du tout. Vous avez rentré dans le tramway, vous êtes sauvés, vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. Ils voulaient à tout prix nous mettre un délit de fuite. Donc ils nous fouillent, c'était brusque, c'était violent, quoi, c'était violent. Donc mon copain commence à leur dire doucement et tout, calmez-vous et tout. Et entre-temps, sur la clé du contacteur, la clé s'est cassée quand on est parti. Donc quand le policier il a vu ça, il a crié, elle est volée. Et là, c'était plus la même. Hein. Ils ont carrément changé. C'était coup de matraque. Mon copain qui leur a dit doucement, un coup de matraque, ils l'ont fait fléchir. Il est tombé à genoux. Avant de placer en garde à vue une personne, il vaudrait mieux développer des moyens d'enquête, notamment scientifiques, et on arriverait à des résultats tout aussi intéressants. Et sans la contrainte contre la personne et la privation de liberté quand même. Donc c'est une détention provisoire, la garde à vue. Hein. Personne ne le dit, ça. Il y a du sang qui a giclé sur moi quand il me met un coup de matraque dans la tête. Il avait une fente ici, là, il pissait le sang. Donc moi, mon premier réflexe, je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes malade ou quoi? Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Le policier, lui, il est sur une personne qui est susceptible d'avoir commis un cambriolage ou autre chose, ou n'importe quoi. Fille, vous venez avec moi. Non, je viens pas. Et là, on atteint la limite. On atteint le point où la responsabilité qui pèse sur les épaules du policier, elle est énorme. C'est qu'il va avoir la possibilité, il va même avoir le devoir d'utiliser la force pour emmener la personne. Parce que la personne, il faut qu'il l'emmène. Mais ça, c'est nos institutions qui donnent ça. On a le droit légalement d'utiliser la force.
Donc il ne faut pas que ça monte à la tête, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment, mais c'est quelque chose, c'est une responsabilité très très difficile à gérer. Et c'est une responsabilité qui nous amène à être toujours, à travailler toujours sur des limites. Maintenant, une fois que la bavure a eu lieu, c'est clair qu'il faut que là, la justice, elle fasse son travail. Hein. Si elle ne le fait pas, effectivement, les policiers se sentent dans l'impunité. Et se sentant dans l'impunité, c'est-à-dire dans l'absence de sanctions, ils sont amenés à recommencer. Exactement comme un jeune qui commet 10 vols ou 10 hold-up coup sur coup et qui n'est pas pris, ben vous pensez bien qu'il aura plutôt envie d'en faire un 11e. Hein. C'est exactement la même chose. Le sentiment d'impunité, c'est quelque chose qui est universel. Hein. Nous, on fait ça pour la loi. C'est la loi, c'est la loi. Hein. Eux, c'est la loi. Et c'est eux qui doivent la respecter encore plus que nous. On a fait un accident, on l'a reconnu. Donc moi je me suis dit, ils vont nous ramener à l'hôpital. On ne sait jamais, ils vont nous poser des questions. Non, pas du tout, pas du tout. La seule chose qu'ils cherchaient, c'était de la répression, que de la répression. En aucun cas, il y a eu de la prévention. Monsieur, mettez-vous sur le côté, expliquez-nous ce qui s'est passé. Non, délit de fuite. Et quand on est monté dans la voiture, faut pas abuser. Il a vu qu'il était en tort, qu'il nous avait tapé dessus et tout. Donc il fait un appel radio. Il dit, nous sommes caillassés par une trentaine d'individus. Ce qui m'a choqué. C'est le manque de respect, c'est la honte qu'ils nous ont foutu. Faut dire les choses comme elles le sont. On n'est rien du tout. C'est vrai, ouais, l'arabe du coin, le noir du coin, ça c'est normal. Mais bon, il y a aussi, faut voir aussi la délinquance dans les cités, elle frappe plus dans les cités que les zones pavillonnaires. Tant qu'il n'y a pas, au niveau du discours politique, une condamnation de tout ce qui juge à la figure, sous toute forme que ce soit, quoi. Des condamnations, que ce soit d'ordre juridique, alors ça commence par l'éducation des enfants, etc., tout condamné à tout niveau. On ne peut pas faire fonctionner une démocratie, on ne peut pas faire un citoyen si dès l'âge de 6 ans, il sent qu'il n'est pas chez lui. Moi, ce qui m'a foutu la honte, c'est les propos racistes qu'ils m'ont dit. Hein. C'est comme si j'étais, je sais pas, j'étais pas comme eux, quoi. J'avais pas une tête, 2 jambes, 2 bras comme eux, non. Je suis basané, ils me l'ont fait comprendre, ils me l'ont fait avaler et ils m'ont tué avec ça, quoi. Ils m'ont tué avec ça. Et moi, je peux dire, ça fout la honte hein, quand on regarde le code de la déontologie policière qui dit que, soi-disant, ils doivent respecter, ils doivent être égaux, ils doivent être justes, ils ne doivent pas avoir de caractère discriminatoire. Ils sont loin, ils sont loin, ils sont loin. Les bavures, elles n'arrivent pas n'importe où. Et il y aurait peut-être un lien à faire entre la hiérarchie, l'encadrement des policiers et puis là où arrivent les bavures. Moi, je me souviens avoir entendu un commissaire de police dire un commissaire de police qui n'a pas envie d'avoir de bavure dans son commissariat, il peut y arriver. Qui sont venus me voir et bon, ils ont essayé d'arranger les choses. Ils m'ont dit clairement, voilà, nous, quand on vient dans les cités, on se fait caillasser et tout. Nous, on assume, maintenant, toi, t'assumes. Tu t'es fait tabasser, tu rentres chez toi, on n'en parle plus. J'ai dit, mais attendez, j'ai dit, moi, je suis pas le menu à la... Je leur ai bien dit, hein, je suis pas le menu à la carte. Moi, je suis pas un petit rigolo, je suis rien de tout ça. Je leur ai bien fait comprendre que moi, il y avait une loi et que je respectais la loi. Eux, ils respectent la loi, donc moi, c'est pareil. Je respecte la loi. Et personnellement, j'ai porté plainte et j'espère que ma plainte elle va aboutir. La démarche normale, si on était dans une démocratie normale, ça serait de pouvoir se rendre au commissariat de police, si c'est les policiers qui sont auteurs, ou en gendarmerie, en milieu gendarmerie, pour pouvoir se plaindre d'une violence ou d'un manque de respect ou de propos discriminatoires, par exemple, comme ça peut arriver, hein, parce qu'il y a différents degrés dans la violence. Bon, ce qu'on constate, alors là je vous parle de la pratique, c'est que visiblement le simple fait pour la police d'accepter de prendre une plainte, c'est déjà quelque chose qui n'est pas acquis. J'ai même voulu porter plainte au commissariat d'où ça m'est arrivé. Il y a même un policier qui m'a dit, je te conseille, porte même pas plainte ici, ils vont la garder 2 mois, 3 mois, ils vont te l'endormir, après ils vont l'envoyer. Il m'a dit, va direct à Bobigny, au procureur direct. C'est ce que j'ai fait. Donc il y a un suivi, il y a l'avocat et tout. Dans les cas de bavure, en tout cas,
le procureur est avisé et confie l'enquête à l'inspection générale des services pour permettre quand même que ce ne soient pas les collègues qui enquêtent sur leurs propres camarades de travail. Hein. Mais moi, le truc qui m'a le plus choqué, c'est quand ils ont touché à ma dignité, mais ils ont aussi touché à la fierté de mes parents, à la dignité de mes parents, et c'est ce qui m'a le plus touché. Et c'est vraiment ce qui m'a fait mal. Bon, c'est vrai que j'ai eu peur à un moment donné, mais je me suis dit, si on a tous peur, on n'avance pas alors. On est des victimes, des victimes de notre naissance à notre mort. Mais non, quand après tu veux te parler avec eux, ils disent, nous on ne parle pas avec toi. Je lui dis, pourquoi il n'y a pas de dialogue entre vous et nous? Il me dit, non, il n'y a pas de dialogue. Toi, tu es une race inférieure, tu es un bougnoul. On ne parle pas avec toi, on ne parle pas avec toi. On arrivait là, après quand ils te racontent toute leur histoire avec la guerre d'Algérie, l'OAS, octobre 61, tes parents, on va les jeter, ce qu'on les a pas jetés dans le canal et tout, dans la Seine plutôt. Donc c'est dur à avaler, c'est dur à avaler. Je pense que la guerre d'Algérie pèse très 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 lourd aujourd'hui dans la relation entre la France, la police en particulier, mais la France en général, et tous les jeunes issus de l'immigration. Et la population issue de l'immigration, de manière plus générale. Elle pèse lourd d'une part parce qu'on n'a jamais reconnu le caractère de cette guerre, qui a souvent été présentée comme une guerre civile, hein, alors qu'en fait c'est une guerre de libération. La France avait colonisé l'Algérie et les Algériens se sont libérés de cette colonisation. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été assumé par la France. Et tant que les politiques ne le diront pas, effectivement, ces parents d'immigrés ont été traités comme des animaux, la République les a traités comme des animaux. Si elle ne dit pas ça, on ne peut pas avancer dans le débat de la citoyenneté. Il n'y a qu'à regarder nos parents. C'est des pauvres bêtes abattues, quoi. Maintenant, c'est plus pour nous. Nous, ça y est, on a grandi, on est passé, nos grands frères aussi. Maintenant, c'est pour la petite descendance, nos petits frères, tout ça. Les petits jeunes, il ne faut pas qu'il y ait la même chose. Qu'on essaie de comprendre avec le passé. On ne dit pas que toute la police ne nous protège pas, mais on ne se sent pas en sécurité face à un pilier de la République qui est censé nous protéger. On se sent même en danger. Faut pas qu'ils se trompent de personne. Parce que la stéréotypation, c'est bien, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Tout le monde a le droit de s'habiller comme il veut. Même s'il ressemble à un autre jeune, il s'habille comme ça, il s'habille comme ça. Après, il y a tout ce qui est aspect physique, se prendre des coups, mais les coups, ça passe. Après, c'est l'humiliation et c'est psychologique, c'est dans la tête. Ça te reste dans la tête. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Hein. Ils ont beau m'indemniser, me donner ce qu'ils veulent. Hein. Mais ça, personne ne pourra me l'enlever. À part si justice est faite. Le plus gros problème, c'est que ces jeunes sont français et ne sont pas considérés comme tels. C'est des citoyens, ils ne sont pas considérés comme tels. Ils appartiennent à une république, à une démocratie. Ils n'ont pas les droits de cette démocratie et ils n'ont pas le respect des valeurs de la République en question. Une République qui dit il faut donner une chance à tous, à la naissance. Personnellement, je me considère comme français. Mais aux yeux des Français, de souche française, je ne suis pas français pour eux. Ça, c'est clair et net. Je ne dis pas que tout le monde est raciste. Non, mais il y en a, malheureusement. Il y a un vrai problème dans les relations du quotidien entre les jeunes et la police. On a vraiment le sentiment d'une méfiance réciproque. Hein. On est vraiment... tout se passe comme si il y avait une relation de guerre. J'avais l'impression d'être un prisonnier de guerre qui allait passer en exécution bientôt. Voilà. J'étais vraiment un prisonnier de guerre. Quand tu frappes pendant 3 heures pour aller aux toilettes, on t'ouvre pas la porte. Quand tu es au commissariat de 8 heures jusqu'à 3 heures du matin et c'est là qu'on te ramène à l'hôpital. Et sur le chemin, on te dit, oh, t'as de la chance. Je dis, quelle chance? Ben déjà, t'as un appartement. Vous vivez là. Si tu es pauvre, de suite tu as un problème pour avoir des droits. Si en plus tu es pauvre et immigré et chômeur, et d'origine africaine, etc.,
Cette République-là, c'est comme si elle te disait « Excuse-nous, il n'y a plus de place ». Vous ne pouvez pas demander à ces mômes, en même temps, d'être calmes, d'être citoyens, d'être normaux, quand on vit une vie pas normale. Il n'y a pas des jeunes qui vont à l'école, il y a des jeunes qui sont en galère, il y a des jeunes qui ne travaillent pas, qui sont au chômage et qui croient plus à notre société. Et ces gens-là, on n'en parle jamais. Parce qu'ils font pas partie d'associations, ils font pas partie de conseil local de jeunes, comme nous on a le truc. Ils sont en constat d'échec scolaire, ils n'ont pas d'école, ils n'ont rien, ils sont dans la rue, ils galèrent. Et pour ces gens-là, on fait rien du tout. Le problème qui se passe, c'est qu'il n'y a pas assez de médiation. Il n'y a pas assez de médiateurs, par exemple dans la ville de Blanc-Ménil. Il n'y a personne, entre guillemets, hein, il n'y a personne, malgré leur bon vouloir à l'origine, hein, qui veut venir travailler ici. Pourquoi? Parce que d'après tous les clichés, de tout ce qui est véhiculé par rapport à la banlieue, c'est des choses négatives. Il y a ci, c'est la merde, ça brûle, il y a le feu, ça tire, ça braque, ça vend de la drogue, il y a des toxicomanes. Mais c'est pas vrai, il y a des gens qui ont envie de s'en sortir, mais le problème c'est que les gens ils se battent. Mais arrive un moment quand ils sont pas soutenus, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Comme tout le monde, hein, un feu, si on n'entretient pas le feu, arrive un moment, le feu il meurt. La seule chose que maintenant, que les jeunes voient ce qui appartient à l'État dans les quartiers, je pense que tout a démissionné. Hein. On voit que les services publics dans les quartiers, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et ce qu'on voit qui appartient à l'État, c'est quoi? C'est la police. Comme moyen humain, qu'est-ce qu'on nous envoie? Au lieu de nous envoyer des professionnels de l'animation socioculturelle ou des gens qui connaissent un petit peu les cultures, de ce qui va mal, qu'est-ce qu'on nous envoie? On nous envoie des policiers. Ben, moi, je comprends pas. Quand il y a le feu, il faut appeler les pompiers. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on nous propose? C'est quand il y a le feu, on nous envoie les CRS. Le problème, en vérité, il n'est pas que police et jeunes, c'est encore plus profond. C'est un problème entre les institutions et la jeunesse. La jeunesse, aujourd'hui, elle ne croit plus au monde politique. Malgré nous, on s'engage, on est là. Bon, moi, là, aujourd'hui, je fais de la politique. Mais je fais plus confiance à ce qui nous gouverne au-dessus. C'est clair, je fais plus confiance. Je sais pas, la solution, franchement, elle est dure à trouver. Parce qu'on parle de dialogue, de ceci, de cela, mais faut pas venir se présenter et repartir du jour au lendemain. Faut un travail de longue haleine, faut un travail de fond, faut que ça soit à long terme. Il y aura des hauts et il y aura des bas. Il faudrait qu'il y ait peut-être une institution qui soit composée, je ne sais pas, d'élus, de représentants des associations, de jeunes, et pourquoi pas aussi de policiers, qui puissent jouer un rôle de médiation, c'est-à-dire qu'ils puissent dire, bon, bah, dans ce cas-là, il est tout à fait impensable qu'on n'ait pas pris ta plainte, donc nous, on va écrire une lettre au procureur ou au commissaire de police pour permettre d'accélérer un peu les choses. Pourquoi pas prendre d'exemple sur les pays voisins? Je vois pas que, moi j'ai été en Angleterre, j'ai vu les commissariats en Angleterre, bon je dis pas que voilà quoi, les policiers là-bas ne sont pas armés. En Italie, il n'y a pas de garde à vue par exemple. Pourtant, il y a la mafia là-bas, il y a le crime organisé, il y a eu le terrorisme à un moment donné. Ben, c'est pas pour ça qu'ils ont eu recours à la garde à vue. Alors comment ils font? Quand la personne est arrêtée, elle est, en général, quand c'est une infraction grave, elle est conduite en prison ou elle est retenue dans un local de commissariat de police, mais elle est retenue sans qu'on l'interroge, parce que le policier n'a pas le droit d'interroger. Et au bout de 24 heures ou de 48 heures, elle est présentée au magistrat, au procureur. Et c'est le procureur, avec l'avocat présent, qui interroge. Vous voyez, il y a des pays, en général, ce sont des pays qui ont eu une expérience fasciste, parce que du coup, ils se méfient un petit peu des régimes policiers. Et c'est des pays qui ont décidé qu'un interrogatoire mené par un policier, c'était quelque chose qui ne pouvait pas aller, quoi. C'était pas possible. Il fallait la garantie d'un magistrat. Mais je pense que malheureusement, on voit peut-être pas assez souvent de procureurs de la République venir dans les commissariats pour voir si la garde à vue se passe bien. Les caméras dans les gardes à vue, que tout soit à leur disposition, qu'il y ait un avocat tout de suite, qu'il y ait un médecin qui passe tout de suite, qu'il n'y a pas de bavure. Ça, ce sera la première chose, et si on fait ça, on aura fait un grand pas dans la société. L'enregistrement ne sert à rien. Si on veut développer dans cette idée-là, il faut même aller beaucoup plus loin, il faut filmer les gardes à vue. Maintenant, je pense qu'il faut instaurer un dialogue entre les jeunes et la police, parce que c'est qui va en pâtir pour les autres? C'est les policiers qui viennent d'arriver, les plus gentils là, qui arrivent. Ils vont prendre pour les plus vieux, ils vont y avoir cette haine, c'est normal.
Après, c'est un cercle vicieux, c'est comme ça, et c'est quand que ça va s'arrêter? Le policier qui a 18 ans, oui, il a une carte de police dans la poche, mais il est jeune aussi. Il n'est pas tellement différent du jeune qui peut avoir en face de lui, qui n'est pas policier. Et quand il arrive en banlieue parisienne, et il va se retrouver après confronté à des situations violentes et à des problèmes pour lesquels il n'a pas été du tout préparé. Donc, c'est cette formation-là, à mon avis, qu'il faut développer. Si on veut vraiment qu'il y ait des rapports entre la police et la population, il faut avoir du temps. Il faut que les policiers aient du temps à consacrer à leur secteur. C'est-à-dire que s'ils doivent passer 3/4 d'heure à discuter avec quelqu'un pour prendre en compte des problèmes ou pour connaître un petit peu les gens, il faut qu'ils aient la possibilité de passer 3/4 d'heure. Et c'est aussi arrêter avec cette politique de répression, toujours la répression. C'est pas, on voit que c'est une politique de l'échec. En mettant plus de flics, on a vu que la délinquance, elle ne diminue pas. Il y a plus de problèmes. Donc voilà, c'est dénoncer ça. C'est penser, réfléchir à une autre politique. C'est clair. On ne pourra jamais faire flipper un politique si on ne se met pas à aller voter. Parce que ces politiques-là, pourquoi est-ce qu'ils font rien pour les banlieues? Pourquoi est-ce qu'ils font rien pour l'ensemble du milieu immigré? C'est parce que c'est des gens qui ne votent pas. Le jour où chacun commencera à prendre ses responsabilités, je pense que ce jour-là, on aurait fait un grand pas. On est parti sur une équipe de 5-6. Aujourd'hui, on se retrouve à 20-30. C'est quelque chose de bien. Je trouve que c'est un moment fort. Surtout parce que moi, je pense que plus on va leur apprendre, on leur a expliqué comment ça se passe dans la citoyenneté en France, leur expliquer les droits, et plus ils se sentiront forts. Un conseil local, c'est bien, c'est la première étape. C'est la première étape du commencement, on va dire. Mais moi, j'espère toujours, si je suis dans cette commission, ça fait 2 ans bientôt, j'espère que ça va faire changer les choses. Je crois pas en un monde meilleur, parce que ça serait... comment dire, ça serait... C'est impensable, ça serait un désir irréfléchi. Mais bon, si on peut faire avancer les choses, pourquoi pas. Moi, j'espère qu'on va pouvoir faire changer les choses, quitte à faire un projet de loi, à aller débattre à l'Assemblée nationale. Si on va jusque-là, ce serait génial. La loi, elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde, alors. Elle est pour tout le monde. T'as quelque chose à te reprocher, t'assumes. J'ai rien à me reprocher et j'irai jusqu'au bout. Hein. Et je sais qu'il y a des gens qui sont derrière moi, qui me soutiennent. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir.